à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce Webimax sur l'IA et le no-code pour optimiser sa trésorerie. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée de Alain Knapp. Alain, est-ce que tu peux faire coucou? Bonjour tout le monde, merci d'être Voilà. là. Donc, Alain, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr, oui. Je suis gérant de deux sociétés. Une société qui s'appelle Vision Entreprise, qui est un intégrateur de logiciels de type ERP pour les petites et moyennes entreprises. Et j'ai une autre casquette de gestionnaire d'entreprise, donc de conseil en gestion et d'optimisation des petites entreprises. Voilà. Après un parcours donc que j'ai d'abord travaillé dans la finance d'entreprise. Je me suis mis à mon compte il y a environ une vingtaine d'années et on a développé cette activité maintenant avec nos associés euh, pour le, pour le grand bonheur éventuel de nos clients. Le but, c'est de pouvoir bien comprendre les mécanismes qui amènent à créer de la valeur dans l'entreprise et ensuite à piloter cette valeur au quotidien. Voilà. Et aujourd'hui, tu as une très forte expertise pour tout ce qui est comptabilité, gestion de la trésorerie et gestion budgétaire. Je reprendrai ma casquette de directeur financier antérieur, bien sûr. Voilà, ok, super. Et donc voilà, c'est pour ça que Alain est avec moi. Donc bonjour à tous, moi je suis Myrène Lafourcade et je suis directrice générale et cofondatrice de CIMAX, sur lequel on va avoir le plaisir de vous illustrer cette présentation. Mais on a vraiment organisé cette présentation pour qu'elle soit voilà, pratico-pratique. Voilà, donc du coup, on va démarrer. C'est un sujet super intéressant parce que, bon, moi, je suis assez férue de tout ce qui est IA et no-code. Là, vraiment, on va le voir sur un aspect orienté gestion de trésorerie. Mais on s'est dit avec Alain, avant déjà de parler de mécanique informatique, on va aussi évoquer d'autres sujets. C'est-à-dire, bon, on va faire quand même quelques rappels sur l'IA et le no-code, mais on va rappeler qu'en fait, c'est pas par magie parce qu'on a mis de l'IA et du no-code que d'un coup la trésorerie elle devient merveilleuse et qu'il y a quand même des décisions stratégiques et de l'organisation d'entreprise à mener avant. Et le digital, ben, ça aide à piloter. Mais si on n'a pas pris les bonnes décisions stratégiques, c'est un peu un sparadrap sur une jambe de bois. C'est un très beau sparadrap, mais c'est une très jambe de bois. Voilà. On va évoquer aussi le fait qu'il y a trésorerie et maturité digitale, parce que avant d'aller utiliser du no-code et de l'IA, ben, il y a peut-être d'autres marches à monter avant. On va évoquer le suivi de la trésorerie au quotidien. On va évoquer comment on prépare un budget d'exploitation. Et bien sûr, on va faire un cas hyper concret avec de l'IA et du no-code pour prédire. Et on va voir tout ce qui est budget d'investissement et de financement au service de la trésorerie prédictive. Donc, quelques rappels et pourquoi nous, on ose vous parler de no-code et d'IA. Eh bien, c'est parce que CIMAX, c'est un ERP no-code. Pour vous dire, voilà, on a 20 modules dans CIMAX qui présentent, bon, comme beaucoup de d'ERP, de bonne qualité, des fonctionnalités éprouvées dans le respect de la législation. Et on sait qu'elle bouge beaucoup, surtout en ce moment. Mais ces 20 modules, en fait, ils sont décrits en no-code. Et donc, du coup, ça nous donne une très grande souplesse. Rassurez-vous, je vais expliquer ce que c'est que le no-code pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme. Et donc, ça nous permet d'être le RP le plus souple sans aucune programmation. Et comme on est le RP no-code depuis 2006, donc ça fait maintenant presque 20 ans, bien, ça nous permet d'être très complet, d'avoir un niveau de performance très poussé. On traite des énormes volumes de données que d'autres outils no-code ne peuvent pas faire. Et puis d'avoir un très haut niveau aussi de sécurité, parce que la sécurité informatique, c'est aussi un volet, ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est un volet important. Donc, nous avons été créés à Montpellier en 2006. Aujourd'hui, on est le sixième éditeur de RP générique français et on est encore aujourd'hui le premier et le seul à avoir un ERP qui est 100% no-code. On a 58 collaborateurs et on intervient dans des sociétés, majoritairement des PME et des ETI, mais aussi dans des grands groupes comme Flunch, l'INRA, Terena, BPI France, etc., etc. Quelques rappels sur l'IA et le no-code.
Alors, premièrement, déjà, il n'y a pas une IA, il y a plein d'IA. Voilà, la liste est non exhaustive, hein, bien sûr, mais dans l'IA, en fait, c'est un peu comme la médecine, si vous voulez, c'est qu'il y a plein d'expertises et de spécialités. Donc, il y a des systèmes experts avec des savoir-faire dans un domaine. Par exemple, être capable de repérer une tumeur sur une radio. Maintenant, les IA arrivent à faire ça mieux que l'œil humain. Dans Max, il y a Max dans CIMAX qui a un savoir-faire, c'est un système expert avec un savoir-faire en construction d'applications et de bases de données. C'est au cœur du no-code. Il y a l'IA statistique, qu'on appelle aussi l'IA des vecteurs, euh, qui va permettre d'analyser des tendances, de faire du repérage de signaux faibles. Et puis, celle dont on entend le plus parler en ce moment, c'est celle qu'on appelle l'IA générative, c'est celle de ChatGPT ou d'autres IA comme Mistral ou plein d'autres, même qui viennent de DeepSeek, qui viennent plus de Chine. L'IA générative, en fait, son rôle, c'est de trouver le mot ou la séquence la plus probable qui suit. Voilà. Et ça marche très bien, c'est assez bluffant. Et sur l'IA générative, en fait, on a ce qu'on appelle la complétion. Donc, c'est-à-dire, voilà, on trouve le mot probable suivant. Elle est capable d'utiliser un énorme volume de données et c'est pour ça que le résultat est assez bluffant. Et comme souvent, après une question vient une réponse, ben, quand vous posez une question à une IA générative comme ChatGPT, eh ben, vous allez avoir une réponse. Mais là, la possibilité d'avoir une réponse erronée n'est pas nulle. Voilà. Donc, si vous avez fait des essais, les données qui sont envoyées ne sont pas forcément justes. Il y a encore un an, ChatGPT ne savait pas faire des opérations mathématiques simples, mais maintenant il sait faire. Et en fait, c'est ça qu'il faut avoir repérer, c'est qu'en fait, là, on est vraiment à un stade d'avancement très significatif sur les IA où on a franchi un palier technologique et maintenant, on est sur une progression qui est exponentielle. Donc, c'est-à-dire que même quelque chose qui nous fait moyennement aujourd'hui, laissez-lui 3 mois et vous allez voir ce que ça va donner. Donc, du coup, c'est un train qu'il faut prendre maintenant parce que ça arrive très, très vite et ça bouge très, très vite. Voilà, donc il y a un axe aussi de réflexion sur comment on fournit ses propres données à l'IA générative et les fournir en sécurité. C'est un sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et qu'est-ce que le no-code? Et qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? En fait, s'il y en a parmi vous qui ont déjà fait du no-code, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont fait du no-code? Alors, je pense que c'est parce que les micros sont coupés, mais en vérité, vous auriez dû... Ah, voilà, il y a des petits pouces. En vérité, vous auriez dû tous lever le petit pouce. Et pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, si vous avez déjà utilisé Excel et que vous avez fait une somme dans Excel, eh bien, quelque part, vous avez utilisé un outil informatique de niveau bureautique qui vous a permis de faire un traitement automatisé. Et pour ça, vous n'avez pas écrit de code. Voilà. Le no-code, en fait, c'est ça. C'est des outils qui sont bureautiques et graphiques et qui permettent de créer des solutions digitales. Le niveau de complexité maximum qu'on va retrouver dans un outil no-code comme CIMAX, eh ben, ça va être de l'ordre de la fonction Excel. C'est pour ça que j'évoquais cette fonction somme. Là, bah, c'est une fonction, on lui passe des paramètres, elle renvoie une valeur, mais on n'a pas vraiment écrit de code. Et c'est ça qui est intéressant pour obtenir des résultats euh, dans le système. Et le no-code, en fait, c'est une grande tendance à la construction digitale. Donc, vous avez vraiment raison de vous y intéresser et d'être là parmi vous parce qu'il n'y a pas que moi qui le dis, même si ça fait 20 ans que je le dis, que j'avais raison un peu trop tôt. C'est que, en fait, sur 2025, le no-code, ça va représenter 70% des nouvelles solutions digitales contre 25% en 2020. Donc, ça impacte vraiment tout le secteur du numérique. Voilà, il y a des outils comme Canva qui sont des outils no-code. Il y a voilà, il y a du no-code à peu près dans tous les outils. De plus en plus, comme il y a de l'IA de plus en plus dans tous les outils. Et ce qu'on va voir, ce qui est super intéressant, eh ben, c'est qu'on peut combiner ces deux technologies avec un avantage vraiment intéressant. Avec le no-code, en fait, ce qui va faciliter, c'est qu'on va pouvoir avoir une simplicité de mise en œuvre. Parce que
L'IA, la grande révolution en fait de l'IA générative qui s'est opérée en 2024, eh ben, c'est de rendre facilement accessible l'IA. Mais pour l'appeler en code, ça reste un petit peu complexe. Mais en no code, c'est vraiment un jeu d'enfant, donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Ça permet aussi, avec le no-code, d'avoir des projets qui sont beaucoup plus rapides, d'avoir l'automatisation et puis de l'autonomie en entreprise. On peut aller appeler de l'IA beaucoup plus facilement sur des sujets qui sont intéressants. Et voilà, donc ça rejoint en fait les caractéristiques de l'IA, donc pour le gain de productivité. Et par contre, comme je l'ai dit, comme l'IA peut parfois renvoyer une valeur erronée, dans certains cas, eh ben, il ne faut pas oublier la validation humaine dans les workflows. Il ne faut pas laisser l'IA décider tout seul sans faire de la vérification. Voilà, donc ça c'était pour les rappels. Je laisse la parole à Alain qui va nous expliquer le premier grand défi de la gestion de la trésorerie qui est d'équilibrer les dépenses et les recettes. Oui, forcément, puisque vous savez très bien que les encaissements ne sont rarement en phase avec les décaissements. On peut prendre un exemple tout bête. Si vous stockez des marchandises dans votre entreprise pendant un certain temps, vous allez payer vos fournisseurs souvent bien avant que vos clients vous payent. Donc forcément, vous avez un besoin de trésorerie qui peut être permanent, lié à votre cycle d'activité. Et bien sûr aussi, il faut pouvoir gérer la partie variable, la partie fixe des charges qui ne sont pas décaissées de la même manière tous les mois ou tous les trimestres ou tous les ans, suivant le cas. Donc forcément, ça rajoute de la complexité au quotidien des entreprises. Alors, juste un petit rappel sur les bonnes pratiques en termes de décisions qu'il faudra arbitrer, en tout cas sur lesquelles il faut se positionner, pour essayer d'améliorer un petit peu cette variabilité de la trésorerie. Un premier exemple, c'est de travailler la gamme des produits et les types de clients pour lisser plus la saisonnalité quand vous avez une activité qui est sujette à une saisonnalité. Euh, un bon exemple de notre région en Alsace, hein, on a des commerçants qui font 80% de leur chiffre d'affaires pendant les marchés de Noël, c'est-à-dire sur un mois. Donc forcément, le reste de l'année, c'est plus compliqué. Ils vont fabriquer des produits toute l'année et ils vont vendre tout ça fin de l'année. Donc un besoin de trésorerie qui peut être très important durant toute la période. Donc petite idée éventuellement, c'est de rajouter d'autres produits qui ont des saisonnalités différentes hein, pour essayer de lisser l'activité. Oui, donc du coup, avoir des rentrées d'argent qui sont plus régulières pour ces métiers-là. Autre piste qui est de plus en plus travaillée actuellement, c'est transformer un cycle de vente traditionnel en un cycle de location qui permettra d'avoir une récurrence beaucoup plus importante de la recette. Alors, bien sûr, on n'encaissera pas le fruit de la vente tout de suite, mais rapidement, le fruit de la location sera plus périn et donc permettra d'avoir une trésorerie plus facilement maîtrisable et surtout plus régulière. Donc, qu'est-ce qu'on met en place en général? Ce sont des contrats ou des abonnements, hein, donc quand vous vendez des services, hein, ou bien quand vous faites des contrats de type maintenance ou ce type d'activité. Euh, Autre petit avantage aussi lors de la mise en place d'abonnements, c'est que en général, un abonnement est payé terme à échoir, c'est-à-dire qu'on encaisse l'argent avant de fournir le service. Exemple, quand j'ai un abonnement pour le mois de janvier, je vais le payer début janvier. Et donc, en termes de trésorerie, j'encaisse l'argent plus vite dans ce cas-là. Euh, pour continuer un petit peu, autre piste, c'est ajouter de la prestation récurrente à un produit. Prends un exemple. Une entreprise qui travaille dans le chaud et le froid, donc un chauffagiste, hein, va vendre des équipements de chauffage ou de climatisation qui sont souvent des prestations qui sont ponctuelles. Donc il va faire un chantier, se faire payer et ensuite il aurait intérêt à proposer un contrat de maintenance pour pouvoir continuer à suivre son client et surtout à lui facturer régulièrement la maintenance et voir des pièces complémentaires ou des services complémentaires. Donc, on sait très bien que l'adage dit loin des yeux, loin du cœur, mais c'est tout à fait vrai. Dans ce cas-là, plus on est présent auprès de nos clients, plus on sera en capacité de vendre des produits complémentaires ou voire des services complémentaires. Donc, d'où l'intérêt de rajouter des prestations à nos services habituels.
Autre point de vigilance aussi, c'est essayer de rendre le plus possible des charges fixes pour en faire des charges variables. Je m'explique. Quand vous externalisez certaines charges qui ne sont pas récurrentes, par de la sous-traitance par exemple, ou de l'intérim, vous êtes capable de ne payer une expertise à un moment donné uniquement quand vous en avez besoin. Vous la payez peut-être un petit peu plus cher, mais vous la payez pas toute l'année. Donc ça a aussi un avantage pour la trésorerie, puisque vous ne payez que quand vous consommez en réalité. Autre petit point de vigilance aussi, bah, c'est les stocks et l'optimisation de ces stocks pour éviter, par exemple, du surstockage. On essaye dans ce cas-là, d'améliorer la rotation des stocks, d'où l'intérêt d'utiliser des logiciels de gestion de stock qui sont intéressants, comme bah, Simax, par exemple, peut le proposer, où on est capable de mettre en place des outils d'analyse des ventes, de durée de stockage, de points clés pour revoir les stocks minimums, et éventuellement aussi benchmarker les clients, pardon, les fournisseurs, pour ben, les mettre un petit peu sous pression en disant qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme meilleur délai, comme meilleur prix, et donc et d'éviter des coûts de stockage qui seraient trop importants. Voilà. Autre point de vigilance aussi, le contrôle des dépenses. On oublie souvent que les petites dépenses font les grandes dépenses, hein. Vous vous rappelez tous avoir fait comme remarque souvent quand vous sortez d'un supermarché que vous vous apercevez que vous avez payé beaucoup, et puis en fait, c'était fait que de petites choses qui sont additionnées. En fait, dans une gestion de dépenses, c'est exactement la même chose. Donc, l'idée, c'est de mettre en place un budget de dépenses et de le suivre régulièrement. On en parlera tout à l'heure, puisque ça fait l'objet de notre webinaire. Et si on peut le faire d'une manière la plus simple possible, bah, c'est toujours mieux. Ça permettra d'avoir des informations pertinentes le plus rapidement possible et donc de se positionner pour anticiper un dérapage, le corriger le plus tôt possible et puis surtout mettre en place des solutions de contournement si on le voit venir. Dernier petit point à avoir en vigilance aussi, c'est l'adaptation des moyens de financement au type de flux de trésorerie. On oublie souvent que on a à notre disposition pléthore de moyens de financement pour les entreprises. Et si on anticipe le plus possible les flux de trésorerie, à court terme ou à moyen terme, bien sûr, on a le temps de réfléchir au bon adossement du financement qui sera le bon par rapport aux besoins de trésorerie. Ça permet surtout d'éviter d'être pris au dépourvu et puis et de ne pas subir les choses qu'on n'a pas prévues. Voilà. Alors, un petit focus aussi sur la notion de besoin de fonds de roulement. C'est un mot un peu barbare hein, que les comptables ne comprennent pas bien. Alors, en fait, c'est juste la matérialisation à l'instant T, de l'argent qui est nécessaire à l'entreprise pour son fonctionnement au quotidien. Donc, le fonctionnement quotidien, outre les frais de fonctionnement qui sont les loyers, les salaires, ce genre de choses, c'est aussi les frais variables, c'est-à-dire les fournisseurs qu'on va payer, par exemple, et puis de l'autre côté, les produits qu'on va encaisser. Et tout ça se vit au quotidien, c'est-à-dire qu'un fonds de roulement vit tous les jours, et son évolution vit tous les jours. Et si on ne fait rien et qu'on subit la chose, ben après, on a forcément les yeux pour pleurer et on constate des problèmes de financement dans les entreprises. Il faut savoir que 80% des entreprises qui se retrouvent en redressement judiciaire, c'est à cause d'un problème d'ajustement des moyens de financement par rapport aux besoins de fonds de fonds de roulement et aux investissements qu'ils ont réalisés, Oui, malheureusement. ouais, on peut très bien avoir en fait une entreprise qui est en bonne santé dans le sens où en fait elle ne fait que croître, faire croître son activité, elle signe plein de contrats, mais comme elle augmente son fonds de roulement, du coup elle est prise à la gorge au niveau trésorerie et du coup elle pourrait se retrouver en liquidation judiciaire alors qu'elle va bien. Et c'est assez paradoxal et d'où l'importance aussi de d'une bonne gestion de la trésorerie. Alors, quelques petites tips pour améliorer le fonds de roulement, en tout cas minorer le besoin de fonds de roulement. Si on se focalise sur les clients, la première chose, c'est d'essayer de réduire les délais de paiement. Alors, il y a plein de solutions possibles, bien sûr. Par exemple, c'est de négocier des délais avec les clients. Par exemple, à la première commande, ben, on essaie de se faire payer le plus possible à la commande et ensuite peut-être seulement quand on a un cycle d'activité régulier avec ses clients, leur proposer des délais. Euh, dans beaucoup de métiers, on demande des acomptes. Dans l'artisanat, par exemple, c'est vraiment la grande mode, c'est de demander 30, 40 ou 50% dans certains cas
à la commande. Et puis, bien sûr, aussi relancer les impayés le plus tôt possible pour éviter de déraper. Concernant les fournisseurs, même logique dans l'autre sens, négocier des délais de paiement, c'est-à-dire bah, essayer de payer le plus tard possible d'une manière négociée, mais aussi négocier des remises, les deux pouvant se cumuler, hein, bien sûr. Et puis, dans certains cas, si on a une activité régulière avec des fournisseurs qui représentent un certain volume, c'est mettre en place un système de bonification annuelle, c'est-à-dire atteindre un certain objectif pour obtenir ce qu'on appelait initialement des remises de marge arrière. Voilà. C'est toujours d'actualité, ça se pratique beaucoup dans certains métiers et c'est très efficace. Autre petit point aussi, c'est adapter les moyens de financement nécessaires. Donc, par exemple, pour le cycle client, c'est mettre en place de la facturage quand il n'y a pas d'autre solution. C'est mettre en place des escomptes pour les clients si on peut encaisser plus rapidement de l'argent et que ça évite de devoir travailler sur des découverts ou faire des financements particuliers. Euh, il y a un truc qu'on oublie souvent, c'est qu'avec une carte bancaire, on peut avoir un différé de 30 jours. Donc, il y a des gens qui utilisent la carte bancaire à des fins professionnelles, payent certains fournisseurs sur CB, donc bénéficient automatiquement jusqu'à 30 jours de crédit gratuit. Et puis, bien sûr, mettre en place des crédits à court terme quand vous avez des activités qui sont très saisonnalisées. Et donc, vous pouvez utiliser des crédits à court terme ou des découverts autorisés qui vous permettent de lisser votre trésorerie sans la mettre à mal. Autre point de focal qui me semble important, c'est continuer à analyser ses marges et adapter ses prix. Pourquoi? Parce que le marché, les concurrents, ça bouge en permanence, hein, et que si on connaît réellement ses marges sur ses produits, sur ses affaires, etc., on a la possibilité de se positionner dynamiquement et donc de conserver une activité qui est rentable, même si les vents sont contraires. Et le contraire est vrai, si l'activité est prospère, de bénéficier de toutes les opportunités pour se développer. Et donc, c'est très important et un bon outil de gestion peut nous amener à bien réfléchir à cette capacité à bien connaître ses niveaux de marge et sa réelle rentabilité. Dernier point important qu'on oublie malheureusement trop souvent, c'est de financer tous ces investissements, même les petits. Pourquoi? Parce que si on ne finance pas ces investissements, c'est la trésorerie courante qui va devoir financer tous ces petits investissements. Et on retrouve le problème du ticket de caisse du supermarché, c'est on va acheter un ordinateur, on va en acheter un deuxième, on va remplacer telle et telle machine, tel et tel équipement. C'est des petites sommes, mais à la fin de l'année, ça fait 20, 30, 40 000 euros qui n'auront pas été financés par des financements classiques type emprunt, crédit bail, leasing, location. Et donc, c'est la trésorerie qui rentre qui trinque, et donc on se retrouve dans une situation où il manque de la trésorerie en fin d'année, malgré l'activité qui est peut-être en très bonne, et donc l'entreprise peut être en grande difficulté malgré sa réussite. J'ai Alors, changé dernier ça. petit point important, la gestion des impayés. Euh, ce que nous, on constate hein, en tant que conseiller en gestion, c'est que malheureusement, les entreprises n'aiment pas relancer leurs clients, enfin, pour différentes raisons. Souvent, c'est qu'on essaye on pense qu'on est en difficulté parce qu'on a une relation commerciale à faire perdurer avec le client. Mais il faut que vous sachiez qu'un client qui ne paye pas, ce n'est pas un bon client pour l'entreprise. Donc, il y a des choix à faire. Alors, avant d'arriver à jeter des clients par la fenêtre, malheureusement, on peut essayer d'améliorer la partie relance. Et la partie relance, alors, dans un outil comme Simax, par exemple, on peut le faire d'une manière automatique. Et surtout, on essaye de faire des relances au plus tôt. C'est-à-dire il faut prévoir, par exemple, de faire des relances préventives. Par exemple, 7 jours avant une échéance, de prévenir le client qu'il va avoir à payer à telle et telle date, telle et telle facture, lui fournir éventuellement une copie de cette facture pour qu'il ne puisse pas vous dire, quand vous allez le relancer par après, ah, mais cette facture, je ne l'ai jamais eue, je ne pouvais pas vous la payer avant, etc. Donc, la relance préventive a ce gros avantage et ça crée aussi une relation avec le client pour lui mettre un petit coup de pression pour lui dire, payez-moi. Voilà. Deuxième point Dans- aussi, juste, dans juste certains une. métiers, on recourt de plus en plus à l'assurance crédit client. D'autant plus qu'actuellement, les temps sont durs dans certains métiers. On parle du bâtiment ou de l'immobilier, hein, voire de l'industrie aussi, puisque les industriels peuvent être impactés par toutes ces problématiques liées à l'immobilier.
L'assurance crédit permet une garantie de paiement et surtout, ça crée une limite naturelle à ce qu'on appelle l'encours client. Pourquoi? Parce que l'assureur crédit va vous garantir un montant par client qui peut bouger à tout moment dans la vie de l'entreprise. Et donc, s'y référer, c'est une sécurité que vous prenez pour ne pas donner trop d'encours à vos clients et risquer à d'impayés. Et C'est bien un sûr, ces coût, hein, encours, il va falloir les suivre. l'assurance. Voilà, l'assurance crédit client, ça a un coût, donc toutes les entreprises ne le font pas. Oui, Mais bien sûr. déjà, c'est une bonne méthode d'avoir des encours. Bon, bah, je te laisse reprendre sur les encours. Oui. Alors, il faut savoir qu'un encours client, ce n'est pas seulement la somme qui est impayée, ou en tout cas qui doit être payée parce qu'une facture a été établie. Un encours client, c'est un encours global. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez peut-être déjà une commande en cours, une livraison qui a été effectuée avant que ce soit facturé. Donc il faut penser que l'encours, c'est un global. C'est l'ensemble des commandes clients que vous avez acceptées, plus toutes les bons de livraison que vous n'avez pas encore facturées, et forcément, bien sûr, toutes les factures qui sont à échéance ou échues. Et donc bien piloter cet encours, c'est une sécurité aussi pour ne pas prendre d'autres risques plus importants que ceux que vous avez déjà pris avec l'encours que vous autorisez. J'ai une petite anecdote. En fait, nous, on fait des formations sous forme de jeu, des fois sur la sensibilisation à l'usage d'un ERP. Et régulièrement, quand on fait cette formation, c'est un peu l'entreprise dont vous êtes le héros. Et donc il y a quelqu'un qui joue le rôle du client. Et il y en a, il a sur sa petite carte, il a une mission officielle et puis il a une mission officieuse. Et dans sa mission officieuse, c'est que ce client-là, qui est le client C2, il doit toujours acheter sans jamais rien payer. Et donc, en fait, rapidement dans le jeu, l'entreprise se trouve en difficulté de trésorerie alors qu'elle a énormément vendu. Ben pourquoi? Parce que ce client ne paye pas. Voilà. Les étudiants ou les gens qui font ce jeu tombent systématiquement dans le panneau. Donc, c'est vraiment important aussi d'avoir l'encours qui soit écrit quelque part et d'avoir un logiciel qui vous dit, attention, stop, là, on ne peut pas accepter cette commande parce que sinon, on dépasse l'encours. Merci Myrène. Alors, le dernier petit point aussi, il ne faut pas hésiter à bloquer un client. Bloquer une livraison, par exemple, c'est un moyen de pression parce il a une commande qui est ouverte chez vous. Il a besoin de vos prestations, de vos services ou de vos produits. Le fait de le bloquer parce qu'il a un impayé, c'est un levier. Il n'a pas le temps de se retourner pour aller voir ailleurs, par exemple. Pourquoi c'est important? Parce que la pire chose pour une entreprise, c'est de se mobiliser pour tenir tous ses engagements. On a un bon produit, on assure une bonne qualité, on a un prix qui est aligné, on garantit les délais, on fait une belle facture et on ne se fait pas payer. C'est le pire des choses qui peut arriver à une entreprise. Merci pour tous ces rappels et ces conseils. Je pense que ça fait du bien de bien se les remémorer parce que ça nous ouvre sur justement les outils informatiques pour aider à piloter cette trésorerie. Parce que quand on a bien compris en fait quels sont les enjeux stratégiques, on peut mieux comprendre comment les outils informatiques peuvent nous aider là-dedans. Et donc, ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a il y a différents statuts de maturité digitale. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des entreprises qui sont très bien équipées et puis d'autres qui sont pas très bien équipées. Et du coup, je vous propose de faire un petit quiz. Donc, voilà, il y a une liste de questions et je vous propose de vous noter vous-même. Et si jamais, chaque fois que vous répondez oui à une de ces questions, eh ben, vous vous notez un point. Parce qu'il y a des entreprises qui ne savent pas répondre à la question je sais qui me doit de l'argent, depuis combien de temps et combien. Il y a des entreprises qui n'ont pas cette vision. Elles doivent attendre que leur expert comptable leur fasse un retour en fin de mois ou qu'il soit dans le rouge au niveau de la banque pour avoir cette information. Donc, si vous avez la réponse à cette question, du coup, je vous invite à vous marquer un point. Si vous gérez les relances, vous marquez un point. Si vous automatisez les relances, un point. Si vous avez défini des encours clients, un point. Si vous bloquez les nouvelles commandes livraison quand impayé, un point. Si vous bloquez les nouvelles commandes livraison en cas d'encours dépassé, vous avez droit à un point de plus. Si vous pointez vos relevés bancaires dans votre entreprise, vous avez un point. Si vous suivez votre niveau de trésorerie régulièrement, vous avez un point. Si vous faites un prévisionnel de trésorerie, alors là, vous avez encore un point. Si vous faites un budget d'exploitation prévisionnel, en vrai, ça mériterait plusieurs points, mais on va compter un.
si vous faites un plan d'investissement et de financement. Un point, si vous déduisez votre trésorerie prévisionnelle de votre budget prévisionnel. Un point. Et si vous utilisez du BI et du no-code pour prédire votre trésorerie, alors là, vous avez beaucoup de points. À mon avis, vous avez tous les autres avant. Donc, je vous invite à faire l'exercice et à compter vos points. Voilà. Donc, je vois qu'il y en a qui ont répondu qu'ils ont 8, 9. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. 7. Il faut savoir qu'il y a pas mal d'entreprises qui sont à zéro et c'est pas du tout critique, c'est juste que c'est un état de fait et il faut dire, ben voilà, mon niveau de départ, c'est je suis à zéro, je suis à un, je suis à 2. Et du coup, mon objectif, eh ben, c'est de monter des marches, mais aussi ce que je voulais évoquer avec vous, c'est que on va pas monter, alors ceux qui sont à 9, déjà, vous êtes vraiment déjà bien haut. Mais si, voilà, vous ne pourrez pas utiliser l'IA et le no-code pour prédire votre trésorerie si vous en êtes au stade où vous ne faites déjà pas de relance. Voilà, pour que ce soit bien clair, il y a des marches à monter. Et donc, c'est ça ce qu'on va évoquer avec vous. Donc, comment est-ce qu'on fait son suivi quotidien de la trésorerie avec des outils digitaux? Déjà, le premier élément, c'est de savoir qui vous doit de l'argent. Donc, l'idéal, c'est de voir l'état des créances, ou vous pouvez voir aussi des interrogations de compte en compta, mais voilà, la liste des créances, ça vous dit qui, combien, depuis combien de temps. Et vous avez l'équivalent pour les fournisseurs, à qui vous devez de l'argent, à qui, combien, depuis combien de temps, et ça vous donne une vision quand même intéressante. Et ça vous permet aussi de faire vos relances. Depuis combien de temps? Il y a aussi quelque chose qui s'appelle la balance âgée. Et donc, vous allez pouvoir voir ben, qui vous doit de l'argent depuis moins de 30 jours, depuis entre 30 et 60 jours, entre 60 et 90 jours, plus de 90 jours, etc. etc. Et ça, ben, ça vous donne des informations aussi intéressantes. Où est-ce que vous en êtes? Donc, c'est important de suivre la trésorerie. On le verra en fait quelque part entre le prévisionnel et le réel. On a comme un verre d'eau vide qui progressivement se remplit. Donc, c'est le verre, c'est la théorie. Et puis, il va se remplir avec le réel au fur et à mesure du mois. Et ça va nous permettre de savoir où est-ce qu'on en est. Voilà. Derrière, l'idéal, eh bien, c'est de préparer un budget d'exploitation. Donc, on va voir tout à l'heure en démonstration un cas concret. On va en faire un. Donc, en fait, on va voir des budgets d'exploitation de tests qui ont été réalisés sur les années précédentes et on va créer le budget d'exploitation de 2026. On va faire un exemple. Donc, l'idée, voilà, c'est de prévoir les dépenses et les recettes. On va voir comment on organise, comment on calcule. Et puis après, de mesurer les écarts entre le réel et le prévisionnel. Voilà. Et donc, est-ce on est au-dessus, on est au-dessous, où est-ce qu'on s'est loupé? Et parce qu'en fait, déjà, ça nous permet aussi d'affiner notre vision pour les années futures. Peut-être qu'on va dire, on va améliorer notre technique de prévision quelque part pour déterminer ben, si on était globalement dans le vrai ou pas. Et puis, on peut Précision, l'analyser. Oui, oui, bien il faut sûr. juste qu'on dise aussi que l'idée, c'est aussi d'éviter de multiplier les outils, parce que souvent on se rend compte dans les entreprises qu'on a une gestion commerciale, une comptabilité, qui sont peut-être le même logiciel, mais derrière on a beaucoup de tableaux Excel, qu'on fait dérossir dans tous les sens pour essayer de répondre à toutes ces questions-là. L'idée, c'est de synthétiser tout ça dans un seul outil qui, lui, vit au quotidien et qui permet d'éviter de perdre du temps, des redondances de saisie et d'erreurs. Alors, c'est super ta remarque, Alain, parce que du coup, on va vraiment se servir de ce principe-là quand on va évoquer le fait d'utiliser le no-code en, derrière dans tout ce qui est prédictif. Parce qu'en fait, on va voir qu'il y a des informations pour prédire le futur. En fait, on a des informations, pléthore d'informations dans le RP qui sortent de la compta. Par exemple, on peut avoir des informations qui viennent de la CRM. Parce que les directeurs commerciaux, ils ont déjà donné des objectifs stratégiques à leurs équipes. Donc, ces objectifs, ils y sont. Ça peut venir aussi de tout ce qui est vente et contrat. On a des contrats avec des clients, ils sont à tacite reconduction. On peut considérer que du coup, ça va alimenter notre chiffre d'affaires des années qui viennent et du coup, ça peut
alimenter nos prévisionnels budgétaires. Voilà, c'est ce genre de choses. On peut avoir des informations au contraire sur les achats. Si on a des contrats d'achat annuels ou pluriannuels avec certains fournisseurs, du coup, ces informations-là peuvent venir alimenter le prévisionnel des achats. Les informations relatives à la trésorerie, par exemple, il y a des entreprises où ils font ce qu'on appelle des plans directeurs de production à l'année, c'est-à-dire que ils fabriquent, voilà, quand ils lancent une gamme de fabrication, ils ne font pas 10 produits. Donc, par exemple, ils vont produire pendant 3 mois, ils vont faire le produit A, puis après, pendant 2 mois, ils vont faire le produit B, etc., etc. Donc, ça, ils le prévoient des fois 12 ou 24 mois à l'avance pour certaines entreprises. Ben, si on sait qu'on va produire ça, on peut en déduire qu'est-ce qu'on va acheter comme matière première et quand. Et du coup, ça peut venir alimenter aussi du prévisionnel. Donc, le fait que ce soit intégré, que ce soit pas de l'Excel à côté, c'est une vraie force pour tout cet aspect prédictif. Merci pour cette remarque. Donc, comme on le voit ici sur le graphique aussi, ce qui est intéressant, c'est de comparer, bien sûr, le prévu et le réalisé. Et donc, bon, on peut le faire sous forme de tableau, comme on l'a vu juste avant, ou alors aussi sous forme de graphique. Alors, justement, ben voilà, l'IA et le no-code pour prédire, bon, j'ai déjà un peu évoqué ça. Donc, en fait, avec le no-code, on va pouvoir utiliser des formules qui vont aller chercher des informations dans tout système d'information. Et quand je dis tout le système d'information, ça comprend même des choses qui n'existent pas forcément en standard. Voilà, par exemple, nous, en fait, dans CIMAX, nos clients, souvent, ils choisissent CIMAX parce qu'ils ont des spécificités métiers. Donc, ils vont avoir des champs, des formulaires, voilà, des choses qu'ils avaient avant sous Excel et qui du coup ils ont mis dans leur ERP lié au reste et vont pouvoir aller exploiter ces données en no-code dans un module standard qui est le module de la trésorerie, mais avec des fonctions no-code qui vont chercher des choses qui sont propres à leur activité hyper spécifique. Euh, voilà, du coup, j'avais fait une présentation dans un secteur de découpe de viande. Et en fait, du coup, on avait utilisé le fait qu'ils ont une spécificité métier, ils ont des règles de production, ils facturent toutes les semaines. Et donc, du coup, tous ces éléments-là, par rapport à des contrats, fait que, on a des éléments prédictifs sur les produits, les volumes et ce qui est facturé, etc., etc. L'autre volet, eh ben, c'est d'utiliser l'IA. Mais là, attention, il y a comment on utilise l'IA. Donc, les IA, vous avez compris, c'est des outils qui sont pour beaucoup des super outils statistiques. Je sais que ça énerve les spécialistes de l'IA des fois quand je dis que c'est des outils statistiques, mais il y a aussi des spécialistes de l'IA qui le disent. Donc, voilà, ça dépend vraiment des gens, mais en fait, quelque part, c'est ça. Hein, il y a beaucoup de choses dans l'IA qui existent depuis longtemps. C'est juste que c'est devenu vraiment très puissant en termes d'algorithmique et puis que maintenant, ils sont entraînés sur des volumes de données qui sont colossaux et que du coup, on a des réponses qui sont de plus en plus pertinentes. Et donc, il y a donc sur de la prévision chiffrée, quand on envoie du volume de données, on a des réponses aujourd'hui qui sont très qualitatives et bien sûr qui présagent pas d'événements qu'on ne peut pas anticiper comme le Covid ou n'importe quoi, mais qui vont pouvoir donner des informations très intéressantes. Par contre, il y a un point de vigilance, c'est qu'est-ce qu'on envoie comme information à une IA qui très souvent va être à l'étranger. Si vous travaillez avec Mistral, c'est une IA française, il y a peut-être moins de problèmes, mais si vous travaillez avec ChatGPT ou avec DeepSeed, bon, voilà, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on lui envoie? Et donc, nous, en fait, la solution que on vous propose, en fait, c'est d'envoyer des chiffres sans dire ce que c'est. Voilà, si vous dites, ben voilà, une série de chiffres, donne-moi les 12 prochains, en fait, hein, c'est ça qu'on va faire. Ben, du coup, vous donnez assez d'informations à l'IA pour qu'il vous réponde quelque chose de juste, mais vous lui donnez pas assez d'informations pour que cette information hors contexte puisse être exploitée de façon malveillante. Et donc ça, c'est un élément aussi qui est important en termes de sécurité. Alors, on va juste faire un dernier focus sur le fait, par rapport à ce que disait Alain, et puis après, on va passer à la démonstration, c'est que pour estimer les recettes et les dépenses, en fait, il y a une méthode. Donc, en fait,
On va commencer souvent par les dépenses et les recettes qui sont fixes. Et ensuite, après, on va essayer de déterminer les dépenses et les recettes variables et les sources de variabilité. Et ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une entreprise à l'autre, la façon de construire ses calculs, son budget, de déterminer qu'est-ce qui va être déterminant dans l'augmentation ou la diminution du chiffre d'affaires ou des dépenses, et ben, ça dépend vraiment du métier. Donc, il n'y a pas un tableau qui existe qui va aller à toutes les entreprises. Donc, c'est aussi pour ça que dans CIMAX, on a un système de groupe budgétaire, vous allez voir, où en fait, on va définir comment on va construire un peu son business plan, son tableau son budget d'exploitation pour bien comprendre d'où ça vient. Donc, on est quand même obligé de prendre un certain nombre d'hypothèses et puis après de les vérifier dans le temps. Donc, quand on va rentrer dans la trésorerie prédictive, voilà ce que je disais, voilà, c'est cette espèce de verre d'eau qui se remplit au fur et à mesure du réel. Et donc, ce qu'il faut, c'est qu'on prévoit, mais aussi il va falloir réajuster. Donc, de temps en temps, il va falloir dire, bah, en fait, on avait prévu d'en être là. Finalement, en termes de trésorerie, on est là. Donc, on va repartir de ce niveau réel. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fin de mois, on va dire, bah, tiens, le chiffre d'affaires qu'on aurait dû faire ce mois-ci, c'était, je sais pas moi, c'était 30 000 euros. En réalité, on n'a fait que 28 000. Donc, ça va avoir comme impact, ça va avoir des impacts sur nos encaissements qu'on va avoir sur les mois qui viennent. Et donc, il faut que ça réajuste en fait, ça réajuste automatiquement en fait le prévisionnel de trésorerie. Donc, il y a un niveau de trésor qui n'est pas le même. Et puis, voilà. Et puis pareil, il y a le client, il est censé payer à une certaine date, mais on sait très bien que ça reste du théorique. Donc c'est aussi pour ça que plutôt que de se baser sur le délai de paiement, on peut se baser sur des métriques du style en moyenne, on a X% qui paye à tant de jours et ça peut être le délai qu'on prend pour calculer la trésorerie prédictive. Ça peut être le délai de paiement plus quelque chose, ouais, où on se prend une marge qui va correspondre à la réalité des retards de paiement. Voilà, c'est ce genre de choses où il faut affiner. Et on va commencer par ouvrir du coup un tableau de trésorerie. Voilà, donc là on a notre tableau de trésorerie. Bon, c'est des données de démonstration. Et donc, ce qu'on va voir, voilà, c'est l'idée, c'est de donner des tableaux de bord qui permettent de mesurer, de voir où est-ce qu'on en est, et de voir où est-ce qu'on va et où est-ce que potentiellement on va avoir des problèmes. Également, du coup, dans ce tableau de bord trésorerie, on va vouloir voir qui nous doit de l'argent, depuis quand et comment. Donc, on peut regarder, voilà, comme ça, filtré par client. On voit qui doit de l'argent et depuis combien de temps. Et par rapport à ce que je disais, donc ça, c'est le suivi des créances qui vient directement de la facture. Dans CIMAX, ce qui est intéressant, c'est que pour une même facture, on peut avoir plusieurs créances. Par exemple, si vous avez des clients où vous leur faites un paiement en 10 fois ou un paiement en 3 fois, ben, vous allez avoir 3 créances et du coup, ce sont les créances qui vont venir impacter la trésorerie et pas uniquement le fait de facturer. Voilà. Il y a la notion de balance âgée que j'avais déjà. Alors, la balance âgée, elle se calcule toujours au moment où on la regarde. Donc là, on va la regarder ici. Et donc, du coup, on peut voir la balance âgée. Donc là, c'est des données de test, hein, c'est pour ça que les créances, elles sont très, très en retard. Mais voilà, ça donne une idée. Et elles se calculent en fait par compte client. Et on a bien sûr l'équivalent pour la balance âgée fournisseur. Et puis, à partir de là, on va avoir aussi donc ces chiffres qu'on retrouve ici dans le graphique. En fait, ils viennent aussi du tableau de bord de la trésorerie prévisionnelle, dans lequel, en fait, on peut redécouper, en fait, pour voir d'où viennent ces chiffres en termes d'achat de personnel. Donc là, c'est ce qu'on appelle, nous, dans CIMAX, des lignes de trésorerie. Donc ça, c'est vous aussi qui définissez votre arborescence sur les différentes lignes de trésorerie. En général, l'arborescence du prévisionnel de trésorerie, il est assez simple. C'est plutôt dans le budget d'exploitation que c'est un peu plus compliqué. En général, voilà, on a le solde, on a les recettes, on a les dépenses et on a la ligne d'ajustement sur laquelle éventuellement, bah, si en fin de période, on n'est pas au chiffre, eh ben, on peut rentrer une valeur qui, du coup, va permettre de repartir sur la période suivante sur une bonne valeur. Donc là, on est sur un tableau de prévisionnel mensuel, mais l'entreprise peut très bien décider de gérer sa prévision
à la semaine ou même à la journée, hein. Il y en a pour qui c'est indispensable que ce soit à la journée d'avoir la vision de la trésorerie. Voilà. Donc, pour bien comprendre en fait ce qui alimente ces règles de trésorerie, eh bien, il y a ce qu'on appelle les lignes de trésorerie que j'évoquais avec vous. Donc là, en fait, ça, c'est quelque chose qui se paramètre dans le logiciel pour définir comment, voilà, par exemple, il y a une ligne achat, investissement personnel, mais vous pourriez très bien avoir d'autres lignes. Vous pourriez avoir une ligne 25 intérimaire ou voilà, tout ce que vous voulez. L'idée, c'est que vous pouvez, quand vous créez une ligne, eh ben, vous cliquez sur créer tout simplement. Et ce qui va nous intéresser, en fait, c'est que dans les lignes de trésorerie, on peut soit, si on a monté toutes les marches, dire que les informations, elles viennent du budget. Soit on peut dire, bah, en fait, non, elles ne viennent pas du budget et du coup, en fait, on va rentrer une formule de prévision en no code. Et donc, ça permet bah, de définir du coup une règle qui va venir alimenter la ligne de trésorerie. Si jamais on ne fait pas de budget d'exploitation, on a la possibilité de faire ça. Donc, on verra tout à l'heure un exemple de fonction no-code. Donc, du coup, je passe vite sur ce sujet-là, mais pour montrer que on n'est pas obligé de faire un budget d'exploitation. On peut déjà exploiter juste le prévisionnel de trésorerie qui va comparer le, le théorique et le réel avec des infos qui viennent directement, par exemple, de la gestion commerciale ou de choses comme ça. Voilà. Et donc, du coup, pour aller vers la marche la plus haute, c'est-à-dire le budget d'exploitation, eh bien, on va parler budget, parce que c'est là où on va pouvoir le mieux exploiter l'IA. Donc, on va aller voir en fait les budgets d'exploitation. Donc là, dans notre exemple, il y a eu des budgets qui ont été faits sur les différentes années. C'est intéressant parce que ça va nous donner un petit peu d'historique pour nourrir l'intelligence artificielle. On va aller voir ensemble le budget d'exploitation de 2024. Donc, ce budget, vous voyez, en fait, il utilise une hiérarchie ici. Donc là, on est sur deux niveaux, mais en vrai, on pourrait avoir, il y a des entreprises qui vont avoir beaucoup plus de niveaux que ça. Ça dépend de leur niveau de complexité. On pourrait très bien avoir des sous-niveaux qui sont liés à des services, par exemple. Et du coup, on va définir les budgets de dépenses du service A, du service B, etc., etc. Ce qui est important, voilà, c'est d'avoir, de définir en fait les règles et l'organisation de ces lignes budgétaires. Et donc, pour chaque ligne, et ben, du coup, on va pouvoir comparer justement le prévu et le réalisé avec du graphique. Bon, là, c'est 2024, donc l'avantage, c'est que c'est du passé. Et on peut le voir aussi sous forme de tableau où visuellement, on va voir où est-ce qu'il y avait des écarts. Est-ce que c'était des écarts positifs, du coup, c'est en vert, ou négatifs, et là, c'est en rouge. Donc là, on est sur un exercice qui est passé. Donc là, du coup, on a un calcul du résultat qui n'est pas prévisionnel, donc qui est en réalisé, c'est-à-dire on sait. Et quand on va rentrer donc dans l'exercice de 2025, donc là, il est en cours de réalisation. Et ben du coup là, on est sur du prévu et on a des chiffres pour le moment que sur le mois de janvier. Donc progressivement, et ben ça va se remplir pour les différents volets de ce budget. Voilà. Donc là, on a vu un point important sur la constitution générale du budget et vous avez vu qu'en fait, il y a un prévu global et puis après, ce prévu, il est découpé sur les différents mois. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on raccroche les wagons entre ce budget d'exploitation annuel et la trésorerie, parce que ça ne correspond pas tout à fait. Alors, quand je dis ça ne correspond pas tout à fait, c'est-à-dire que nous, on va facturer hors taxe, le client, lui, il va payer en TTC, et ensuite, nous, on va reverser la TVA. Et donc, du coup, ça, il faut bien l'avoir en tête sur la trésorerie. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on utilise une ventilation de trésorerie. Alors voilà, ça c'est un exemple assez simple. On dit, ben, en fait, on va avoir 30% des clients, ils vont nous payer à la commande.
avec une taxe de 20%, et puis on a 70%, ils vont payer à 30 jours. Mais voilà, on pourrait très bien avoir beaucoup plus de lignes si on a plus de taux de TVA. Voilà, donc on est quand même obligé de travailler sur cette répartition parce que ça va nous permettre de voir comment on alimente la ligne de taxes et comment on alimente la ligne. Et du coup, ce qu'on va avoir dans la trésorerie, c'est à la date d'échéance, ben, c'est le TTC. Et puis à la date d'échéance de la TVA, on va avoir la TVA qui va ressortir. Voilà, donc, et pour certaines entreprises, ben, gérer sa TVA, c'est assez costaud. Donc c'est important de bien faire, euh, de bien faire cette distinction-là. Voilà. L'autre élément qui va, au-delà de ce budget d'exploitation, l'autre élément qui va impacter euh, la trésorerie, eh bien, c'est tout ce qui est plan d'investissement et plan de financement que Alain a évoqué tout à l'heure. Et c'est pour ça que c'était important qu'on en parle avant pour mieux illustrer. Les entreprises, en fait, doivent dire ce sur quoi elles vont investir. Donc, ça peut être des ordinateurs, comme on l'a dit, ça peut être du matériel du bureau, ça peut être un truc énorme comme une construction de nouvelles usines, voilà, ce genre de choses. Et ça peut être intéressant bah, de dire, face à ces investissements, bah, je vais mettre un financement. Donc, dans CIMAX, dans le module comptabilité, nous, on a la gestion des immobilisations. Et dans les immobilisations, eh ben, on peut avoir ce qui s'appelle une immobilisation prévisionnelle. Donc, elle n'est pas réelle. Ça veut dire qu'on ne va pas passer de, d'amortissement en comptabilité. Mais par contre, ces amortissements, ils vont passer de façon théorique dans notre bilan. Euh, mais ça va dépendre du type de financement. Parce que si on est en emprunt, du coup, ce qu'on va passer, c'est une dotation aux amortissements et l'emprunt va impacter notre trésorerie aussi. Et par contre, si on est en location financière, ben, le montant total de la location financière passe en charge. Donc, c'est pour ça que le type de financement est important sur l'impact trésorerie et aussi sur la construction de notre budget d'exploitation. Donc, en face, vous l'avez compris, en face des investissements, eh bien, il y a les financements. Donc, on peut prévoir, donc, il peut y avoir des financements qui sont prévus ou réels. Donc, quand vous créez votre investissement, votre financement, vous dites sur quel compte en banque ça va être pris, quel est le type de financement, donc emprunt, fonds propres, leasing, location financière, subvention d'investissement, etc. Et donc, ces différents financements viennent se mettre en face des, des des différents investissements. Voilà, donc là, par Petite exemple, remarque, on a... Oui, vas-y, je t'en prie. dans le vécu qu'on a dans l'accompagnement des entreprises, vous savez que vous avez quelque chose qui est important qui s'appelle un banquier. Euh, Même s'ils veulent tous vous vendre des téléphones, à la base, ce sont quand même des gens qui sont là pour financer votre cycle d'exploitation et vos investissements. Si vous êtes capable de présenter quelque chose de structuré comme on le présente actuellement dans CIMAX à votre banquier, déjà il vous écoutera, il vous comprendra et il vous financera. Ouais, donc ça, c'est vrai que merci, c'est une bonne remarque. Donc voilà, donc ce qui est important sur les financements, bah, par exemple, si c'est un prêt bancaire, bah, il y a un moment donné où il y a un gros montant qui va arriver sur le compte, qui est le montant du prêt, et puis après, généralement, il va ressortir assez vite. Et puis après, derrière, bah, forcément, on va avoir des annuités à régler. Et du coup, ça a un impact sur la trésorerie. Donc, l'annuité, elle va sortir de la trésorerie, va sortir de la trésorerie. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a vu ça et que vous avez mieux compris comment fonctionnent les budgets d'exploitation, eh bien on va créer, comme promis, le budget d'exploitation de 2026. Donc il y en a certains qui m'ont dit, eh ben, est-ce que c'est pas un peu tôt dans l'année, déjà début 2025, de créer son budget pour 2026? Ben, typiquement, dans certains métiers comme le nôtre, par exemple, et ben en fait, ça a du sens de le créer aussi longtemps à l'avance parce qu'en réalité, nous, le chiffre d'affaires qu'on fait sur cette année, ben, c'est des choses qu'on a signées l'année dernière. Donc, on n'a pas beaucoup de surprises, on va dire, sur 2025. Enfin,
les choses, on a besoin de plutôt réfléchir, c'est sur 2026. Donc, du coup, on va aller créer. Ah oui, mais avant ça, avant de vous montrer je voudrais vous montrer la notion de groupe budgétaire. Excusez-moi, j'ai oublié une étape. Donc, dans le budget, en fait, j'ai évoqué le fait qu'il y avait une architecture. Et c'est vous qui déterminez cette architecture pour dire, voilà, comment vont s'organiser nos dépenses et nos recettes, etc. Et ici, en fait, c'est pas seulement une réflexion sur comment on va architecturer tout ça, est-ce qu'il va y avoir des niveaux, des sous-niveaux, des sous-sous-niveaux, mais c'est aussi en fait comment est-ce qu'on va prédire en fait les données. Est-ce que ces données, on va rentrer à la main nos prévisions? Est-ce qu'on va utiliser des formules de calcul? Est-ce qu'on va utiliser l'IA? Est-ce que le loyer, voilà, le loyer il est trimestriel? Les assurances, c'est annuel en janvier. La communication, mettons, c'est le même montant qu'on a loué budgétairement tous les mois. Ça peut être, on prend les chiffres de l'année dernière et on rajoute 10%, ou ça peut être le mois précédent multiplié par un coefficient. Voilà, donc là, bon, à titre d'exemple, on a utilisé une palette de règles. Et en fait, du coup, au-delà de cette architecture, voilà, il y a un travail à faire sur euh, la détermination de comment on fait nos calculs. Donc, pour comprendre un peu ce que c'est cette notion de comportement budgétaire, eh ben, on va voir ici la liste des comportements. Donc, par exemple, ici, on a le comportement qui s'appelle 4 acomptes pour impôt sur les sociétés. Et ben, celui-ci, en fait, il va dire, ben, tiens, en mars, en juin, en septembre et en décembre, et ben, on va avoir les acomptes IS, et du coup, ça crée de fait une saisonnalité que l'on visualise ici. Voilà. Euh, Quand on a l'annuel janvier, bon, ben, on va tout payer en janvier, et puis on va rien payer le reste de l'année. Et donc, du coup, ça nous permet vous avez compris, de répartir. Donc, si on a égalitaire, eh ben, on va sortir le même montant tous les mois. Voilà, tout simplement. Si on est en saisonnier, et ben là, du coup, on peut définir une saisonnalité. Alors, vous avez compris, on l'a évoqué tout à l'heure, on peut très bien avoir plusieurs saisonnalités dans l'entreprise. On peut très bien avoir une gamme de produits qui va avoir la saisonnalité A et une gamme de produits B qui va avoir la saisonnalité B. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va bien sûr créer deux comportements par rapport à ces deux saisonnalités. Donc, on peut l'appeler saisonnalité A, saisonnalité B. Et ensuite, du coup, dans notre groupe budgétaire, on va créer deux lignes. Si on veut vraiment bien estimer tout ça, on va dire, bah, tiens, on va estimer les ventes de A et les ventes de B. Et comme ça, on va leur appliquer les deux saisonnalités et on va voir ce que ça donne après en termes de volume sur notre trésorerie au final. Voilà. Et c'est ça qui va nous permettre de bien affiner la trésorerie. Bon, là, donc, on a un exemple de saisonnalité. On peut avoir voilà, bon, du trimestriel. Bon, vous avez compris le principe, je pense. Et du coup, on a des comportements qui sont un peu différents et qu'on va évoquer ici. Donc ça, c'est des comportements comme formule de calcul. Donc formule de calcul, en fait, l'idée, c'est qu'on dit, là, le comportement, il vient d'une formule qui est associée à la ligne budgétaire, tout simplement. Et on a d'autres comportements qui sont des prévisions IA. Donc là, on en a trois, mais on pourrait en avoir bien d'autres. On va ouvrir celle-ci parce que c'est celle qu'on va utiliser. Prévision IA avec 36 mois. En fait, qu'est-ce que ça dit? En fait, ça veut dire que on va prédire les 12 prochains mois en récupérant les valeurs des 36 derniers mois. Et donc, en fait, on va demander à l'IA de nous extrapoler les chiffres. Et donc, sans lui dire, bien sûr, de quel chiffre il s'agit, elle ne saura pas si c'est des dépenses, des recettes, des salaires, rien. Elle ne saura rien. Donc voilà, ça c'est les différents comportements qu'on peut avoir. Et donc du coup, dans notre cas, eh bien, sur les groupes budgétaires, on a positionné ici sur les prestations un comportement de type formule de calcul et pour les produits, une projection IA avec 36 mois. Donc pour voir notre exemple, en fait, sur la formule de calcul,
Ici, eh ben, en fait, on a dit que on avait l'objectif, en fait, on va utiliser l'objectif mensuel de commande du mois précédent. Donc, c'est-à-dire que dans la CRM, on a défini des objectifs mensuels, je vous montrerai juste après. Et parmi ces objectifs, il y a un objectif de commande. Donc, on va dire, ben, si quand on a la commande, on facture le mois d'après, en moyenne, on va prendre l'objectif mensuel du mois précédent avec la fonction ajoute-moi, qui est une fonction de nos codes. Et on va demander l'objectif mensuel de commande. Et c'est comme ça qu'on va retrouver notre montant de prestations. Mettons parce que c'est une entreprise où les commerciaux, ils vendent des prestations et les produits, mettons, ça passe par Internet, quoi, ce genre de choses. Mais ça peut être différent. C'est parce que là, on a créé deux lignes pour la démonstration d'aujourd'hui, pour vous montrer que là, voilà, donc on a la formule de calcul et celui-là, on demande les projections IA avec 36 mois. Donc là, il va utiliser les chiffres réels qu'on a obtenus sur les dernières années pour pouvoir extrapoler, réel ou prévisionnel, hein, parce qu'on n'a pas fini 2025, pour, euh, pour extrapoler et créer notre budget de 2026. Donc, on va le faire ensemble. Je vais le lancer. Bien sûr, ça va prendre quelques secondes, voire quelques minutes, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que du coup, il va appliquer les règles de calcul sur l'ensemble des postes théoriques du budget d'exploitation. Et pour les différents chiffres, il va extraire les données par exemple, dans notre ligne, les 36 derniers mois. Il va les envoyer à l'IA. Dans le cas de notre exemple, vous le verrez tout à l'heure, on a utilisé ChatGPT. Et ChatGPT lui renvoie les 12 prochains chiffres qu'il va donc inscrire dans notre budget d'exploitation annuel, dans la répartition mensuelle. Petite Euh, remarque en attendant. oui. Oui, il faut bien juste recadrer les choses pour que tout le monde l'ait en tête. La trésorerie, c'est la conséquence des actes de gestion de l'entreprise. Donc, si on n'a pas mis en place un budget d'exploitation qui est cohérent, les prévisions de trésorerie, elles seront farfelues. Ouais, après, si tu n'as pas mis de budget d'exploitation, tu peux avoir des prévisions de trésorerie, on va dire court-termistes, du style Oui, ce que j'ai facturé ou ce que j'ai mis sous contrat. Grâce à des formules no-code, je peux estimer ce qui arrive prochainement. Et après, ma oui, vision, elle va se limiter à 30 ou 60 jours. Donc, effectivement, ça c'est va ça. commencer à être un peu limité, mais c'est déjà une marche un peu plus haute que j'ai Oui, pas du oui, tout on est suivi de d'accord. trésorerie. Voilà. Donc, mais tout à fait. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on parle de budget d'exploitation. Donc, on voit qu'avec notre formule de calcul, ici, il a pu déterminer le budget mensuel et puis il a pu aussi faire ses projections IA sur voilà. Et donc, il a extrapolé d'après ce qu'il y avait les 36 derniers mois pour déterminer une saisonnalité qui représente à peu près ce qu'il y avait sur ce poste sur les années précédentes. Voilà. Donc, si vous vous rappelez les graphiques qu'on a vus juste avant, ça colle, c'est assez logique en fait comme réponse. On a obtenu des bons taux de réponse. Évidemment, plus on lui envoie de volume de données et plus la réponse est pertinente. Et du coup, surtout, ça évite de faire les calculs, nous, en tant qu'êtres humains, en fait, de juste demander à l'IA, parce que les chiffres réels, on les a, ils viennent de la compta, en général. Voilà. Et du coup, extrapoler comme ça le passé avec du futur et en déterminant des tendances, ça, c'est des choses que les outils statistiques et l'IA savent très, très bien faire. Donc, autant l'utiliser pour faire ça, c'est assez pertinent. Ce que j'ai oublié de... Bon, je vais enregistrer mon budget d'exploitation, bien sûr. Là, on va faire une bonne année. Voilà. Je pense qu'on n'a pas rentré les dépenses encore, mais c'est pas grave. Juste, je voulais vous montrer, j'ai oublié de montrer la partie des objectifs. Donc, les chiffres qu'on a utilisés, en fait, ils viennent des objectifs des différents collaborateurs de notre base de test. Euh, voilà, donc ces objectifs
doivent être remplies. Au niveau CRM, on suit le fait qu'on remplit ou non et qui remplit ses objectifs. Donc, on voit, il y a un des collaborateurs, il y a déjà 42% de l'objectif de février qui est rempli alors qu'on est le 4, c'est pas mal. Et du coup, ça permet du coup d'alimenter notre formule no-code qu'on a vu tout à l'heure pour récupérer les objectifs en termes de commandes dans le système. Maintenant, avant d'arriver sur la question sur la session de questions-réponses, on va juste soulever le capot pour ceux qui aiment le no-code passionnément comme moi. Et on va se connecter avec des droits supplémentaires pour accéder aux fonctionnalités. Et je vais vous montrer concrètement comment se fait cet appel à l'IA. Donc là, du coup, on va aller donc, dans le paramétrage de CIMAX. Pour ceux qui ne connaissent pas, on peut rajouter des fonctionnalités, on peut créer des nouveaux écrans, voilà, des nouvelles données, toutes sortes de choses. On peut modifier les droits d'accès, on peut rajouter des règles de contrôle pour s'assurer que les saisies des utilisateurs sont qualitatives, parce que c'est important, et éviter les erreurs. On peut automatiser, donc ça c'est ce qu'on va aller voir. On peut gérer les impressions automatiques, gérer les statistiques, travailler l'ergonomie, faire tout ce qui est interfaçage, import-export et bien d'autres. Et donc sur la partie automatisation, en fait, il y a une action qui s'appelle calcul de prévision selon comportement. Donc là, en fait, c'est le traitement automatique qui est lancé selon la formule qui est utilisée sur la ligne. Donc là, on voit la formule de calcul. Donc là, je vais vraiment vous soulever le capot pour les amateurs de no-code. En fait, ici, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une fonction qui s'appelle exécute formule. Voilà. Donc on lui dit, voilà, exécute la formule pour trouver le résultat. Et pour la partie IA, et ben, en fait, c'est aussi une fonction no-code qu'on va voir. En fait, on va utiliser cette fonction qui s'appelle onai.chatComplétion. Voilà. On lui passe une clé API. Donc, elle est stockée, nous, dans les paramètres généraux de l'application. On lui dit quelle version de ChatGPT on veut utiliser. Et puis, on va lui envoyer les valeurs chiffrées des N derniers mois. Donc là, c'est des fonctions de code un peu avancées avec la fonction concatène qui concatène, comme son nom l'indique. Et ensuite, on lui passe ce qu'on appelle un prompt. Et donc, le prompt ici, c'est qu'on lui a envoyé en deuxième paramètre des informations. Et le prompt, ça dit comment est-ce qu'on veut qu'il traite ces informations et qu'il réponde. Donc, on lui dit, voici une liste de données chiffrées, donne-les X, donc là, en l'occurrence, la valeur, c'était 12, donne les 12 valeurs suivantes et renvoie-les séparées par des points-virgules. Voilà. Donc, le fait de lui dire qu'il faut qu'il les renvoie séparés par des points-virgules, ben, ça permet après d'exploiter le résultat dans CIMAX en découpant après sur les points-virgules pour remplir les lignes en no-code, toujours dans le budget d'exploitation. Donc ça, c'est comme toutes les fonctionnalités de CIMAX. En fait, vous pouvez aller voir comment c'est fait. Et si vous voulez changer les règles, eh bien, vous avez la possibilité de le faire parce que c'est comme dans un super Excel. En fait, vous pouvez aller voir comment c'est fait et tout modifier dans l'ensemble des modules. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse voilà. Et du coup, j'arrive à notre session de questions-réponses. On va juste rajouter Ah, éventuellement vas-y, Alain. ouais, que ce qu'on a vu, c'était intéressant pour constituer donc un budget d'exploitation et un budget de trésorerie. Le but de créer un budget, c'est pas juste de le créer, c'est de le vivre ensuite au quotidien. Et donc là tout l'enjeu de CIMAX, hein, c'est d'alimenter le réel par rapport au prévisionnel. Euh, Myrène a précisé tout à l'heure que cette vision pouvait être à différentes focales. On peut avoir une vision globale, annuelle, mensuelle, hebdomadaire, voire journalière. Donc c'est tout l'intérêt aussi de la finesse et de la nuance de toutes ces informations qui vont nous faire réagir en disant il y a un dérapage, on confirme quelque chose, on est sur la bonne voie, on est en train de déraper. Et donc, plus tôt on sait, plus tôt on corrige. Effectivement, si vous utilisez ChatGPT pour traiter vos chiffres, cela implique un paiement
sur base de tokens qu'il a utilisés pour faire son travail. Est-ce bien payant ce service? Donc la réponse c'est oui. En fait, typiquement ChatGPT, comme beaucoup d'IA, fonctionne avec ce qu'on appelle des tokens. Donc c'est des Ouais, grosso modo, ça correspond à des mots ou des morceaux de mots, etc. Et en fait, il compte combien vous lui envoyez de tokens et il le déduit de votre forfait. Un peu comme à l'époque où on avait des forfaits téléphoniques pour les plus anciens d'entre nous, vous savez, où on avait un droit à un certain nombre de minutes, ces genres de choses. Donc, ça déduisait de notre forfait. Bon, maintenant, heureusement, on est limité, mais et je pense que vers les IA, on va de plus en plus vers des forfaits illimités ou pas chers. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez très bien décider de ne pas lui envoyer les 36 ou les 48 prochains derniers mois et de lui envoyer ça. Mais là, par exemple, pour un truc aussi essentiel que de prévoir le chiffre d'affaires sur mes produits, ça a dû me coûter moins de 10 centimes. Si moi, j'avais dû faire les calculs et essayer de déterminer le truc et j'aurais trouvé quelque chose sûrement de moins bien et de moins pertinent, combien ça aurait coûté avec mon salaire chargé pour retrouver la même réponse. Donc c'est toujours à mettre la consommation de l'IA, elle est toujours à mettre en balance par rapport à aussi autre chose. Et on parle beaucoup de la consommation énergétique aussi de l'IA, mais si je passe 2 heures sur mon ordi à essayer de faire des calculs, combien ça consomme? Ça se réfléchit aussi à ce niveau-là par rapport au temps gagné. Et le temps gagné, c'est peut-être du temps gagné aussi en énergie sur le PC, et ça a aussi un coût, etc., etc. Euh, L'expérience montre que même quand c'est payant, ça reste très souvent rentable, sauf si on fait n'importe quoi et on envoie des volumes massifs de données. Mais là, justement, on a calibré cet appel pour que ça envoie vraiment le minimum requis d'informations et que du coup, ce soit le plus et qu'un retour d'informations synthétiques, justement, pour que ça consomme le moins possible l'IA. Et du coup, ça amène à la deuxième question qui est super intéressante aussi, qui était est-ce que ça serait possible d'utiliser une IA libre et non payante? Oui, bien sûr, on peut substituer ChatGPT par une autre IA qui est libre et non payante. Du coup, il faut juste changer la méthode d'appel dans la fonction no code. Donc, c'est pas compliqué. Justement, on peut le changer. Vous pouvez même demain utiliser une IA que nous, on ne connaît pas et qui vous permettra d'avoir quelque chose de gratuit. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que faut la tester avant. Il faut vérifier. Nous, on a testé ChatGPT, on a vu que c'était bon. Là, on est en train de travailler sur DeepSeed pour voir si, parce que c'est moins cher que ChatGPT, c'est moins gourmand en énergie, ça a été moins cher à développer que ChatGPT, etc., etc. Donc, on est en train de regarder est-ce qu'on a la même qualité ou pas sur les fonctions qu'on utilise depuis l'ERP. Donc, de toute façon, nous, on va proposer de plus en plus des alternatives et vous pourrez choisir dans CIMAX, j'utilise celle-là ou j'utilise celle-là. Euh, pour l'instant, j'ai pas vu d'IA non payante qui donnait le même résultat, mais si vous avez des noms, donnez-les-moi, on va les tester. Mistral fait partie des IA que on soutient et Mistral, faut soutenir. Euh, Aujourd'hui, pourquoi on a testé prioritairement ChatGPT et c'est le premier qu'on a intégré, c'est parce que il y a une capacité de volume de données par ChatGPT qui reste supérieure à celle de Mistral. Sur les usages qu'on en fait, ça fait pas de différence. Vous avez compris, on fait attention à quel chiffre on envoie. Donc, à partir du moment où on n'envoie pas à DeepSeek des chiffres en lui disant ça, c'est le chiffre d'affaires fait avec tel client, machin, etc. S'il a juste des chiffres, ça sera beaucoup plus dur pour lui d'en faire un usage d'espionnage industriel. Mais voilà. Alors, il y avait une autre question sur est-ce que Simax est payant? Alors oui, Simax c'est un ERP donc c'est une solution payante, mais on a et l'intégration aussi. Alors on a des clients qui s'auto-intègrent, mais très souvent ils font quand même appel à un intégrateur pour les encadrer dans leur auto-intégration, pour les aider sur l'étude, pour les former, pour mettre en place
le logiciel, mais c'est vrai qu'on peut réduire l'intégration en faisant une partie soi-même si on manque un peu de budget. L'intégrateur reste la meilleure solution pour bien avoir cet œil extérieur à la société qui vous permet de bien exploiter le RP et aussi d'avoir ce volet conseil. Voilà, comme le disait Alain, très souvent, en fait, derrière une intégration de RP et de gestion réussie, il y a une réflexion stratégique au préalable, organisationnelle, et l'œil extérieur a tout son sens, en fait, pour avoir la combinaison du bon logiciel et de l'expertise. Voilà. Et donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt, j'espère, pour un autre Bimax. Au revoir.